Ok. Oui, donc là, on est juste à la deuxième cassette là, du 10 août 2009. Là, on continue l'interview avec Robert. Hein, c'est juste pour que je vous rappelle oui. sur la cassette Okay. donc ce qu'il y a. Dis-moi, Robert, bon, on a vu là maintenant comme ça un peu le parcours hein, qui t'a mené vers le pluralisme. Si tu devais dire, tu sais, je mets cours avec les étudiants, la l'histoire d'anthropologie, du droit, etc. Comment est-ce que tu leur dirais, pour toi, c'est quoi le pluralisme? Qu'est-ce que c'est là? Tu sais, donc, le mythe, on appelle ça le mythe, voilà. le mythos, le mythe. C'est pas un concept. Le mythe, c'est un horizon. C'est un horizon. Puis un horizon, c'est vaste, hein, c'est très vaste, vaste. L'horizon, ben, ça comprend tout. Ça comprend tout. Ça comprend... si tu prends l'horizon, tel qu'elle est, l'horizon, il n'y a pas de limite. Mais ça comprend tout, puis ça embrasse tout. Ça embrasse toutes les planètes, ça embrasse toutes les variétés, puis tout ce qu'il y a sur chaque planète, toute la variété qui est là, tout ça. Le pluralisme, c'est tout ça. Et c'est tout ce qu'on ne peut pas voir aussi, puis tout ce qu'on ne peut pas dire. C'est tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on ne peut pas voir, tout ce qu'on ne peut pas dire. Même des choses, la beauté des choses qu'on voit, à un moment donné, on garde silence, on est obligé de garder silence. Et la seule chose qui vaut la peine d'être dite, c'est celle qui ne peut pas être dite. Et précisément parce qu'elle ne peut pas être dite, il vaut la peine d'essayer de la dire. Alors, c'est tout ça, le pluralisme. Alors, tu regardes l'Inde, tu regardes l'Afrique noire, tu regardes nos ancêtres, aussi loin, au loin qu'on peut aller, tu regardes tous les peuples du monde, partout, avec toute leur diversité, etc. Tu regardes la nature dans toute sa richesse, sa splendeur, sa diversité, sa variété, qui est infinie. Puis ça, c'est seulement la Terre. On ne va pas parler des autres astres, là. Tout ça qu'on n'a pas encore, on connaît plus ou moins. Mais c'est tout ça et plus. C'est tout ce qui est entre tout ça aussi. Puis toutes les choses qu'on voit, mais les choses qu'on ne peut pas voir. L'invisible aussi. Et le pluralisme, c'est pas une doctrine, c'est pas des concepts. Ça fait éclater les concepts. Tu viens pour dire, puis ça éclate ton affaire. Tu viens pour dire, ça éclate. Tu peux mettre une lumière la plus brillante que tu peux, pas, elle éclate. Tu peux pas. Et puis là, ça comprend la noirceur, ça comprend la clarté, la lumière, et tous les petits rayons de lumière, toutes les analyses qu'ils font, les grands savants là, qui regardent, qui découvrent des millions de choses qui les dépassent. C'est tout ça. Et puis, c'est les choses simples de la vie. C'est ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, tes frères, tes sœurs, ton chien, tes chats, les oiseaux autour, l'arbre qui est dans le cour en arrière, l'herbe. Ma mère disait, je me souviens, ma mère, elle disait, oh Robert, regarde comme c'est beau. Puis elle prenait des brins d'herbe, elle s'émerveillait devant des brins d'herbe. J'ai appris ça de ma mère, merveille. Alors on peut s'émerveiller à mourir, je veux dire, puis en même temps, comment je pourrais dire, on doit garder silence. Je parle, puis tu peux pas dire, ça se dit pas. Mais en même temps, on est fait pour parler aussi. Alors, c'est pour ça que les poètes peuvent sortir toutes sortes de belles choses. Ça suscite toute la poésie. Puis la poésie dans toutes les langues. Regarde, on parle en français, là, c'est rien. Il y a toutes les langues du monde, là. Puis les langues qui ont été parlées avant, puis les langues qui seront parlées plus tard. C'est tout en transformation, tout ça. C'est inouï. Alors, puis on essaie de dire, bon, mais le développement, on va développer. On parle du développement. On va développer le monde. Comme si, là, c'était pas correct l'affaire, je sais pas trop, on devrait peut-être on devait tout transformer ça. Ben oui, on peut transformer.
Alors, tu coupes les arbres, puis tu fais des choses avec, tu fais des bûches, tu fais toutes sortes de choses. Tu fais chauffer le bois, puis tu te fais chauffer avec ça. Puis, oui. Mais il y a des forêts, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas pour tout brûler. Qu'est-ce qui va te rester après? Il ne reste plus rien. Puis ensuite, les arbres, ils construisent, puis ils forment de nouvelles choses, il y a toutes sortes de nouvelles espèces qui viennent, ils s'entremarient, tout ça. Il n'y a pas deux êtres humains qui sont pareils. Alors, ton père, ta mère, tes grands-pères, tes grands-mères, tu montes en arrière. Essaie de monter le plus loin que tu peux. Tu ne sais pas quand est-ce que ça a commencé. Il n'y a pas de commencement à nos ancêtres. Alors, quand on dit remercions nos ancêtres, les paroles qui viennent avant toute chose, disent les Mohawks, c'est merci. Merci à la nature, merci à nos ancêtres, merci à nos parents, merci aux oiseaux qui chantent, merci à toutes les familles, puis Firmament, puis c'est toutes ces familles, ces grandes familles qui sont infinies. Merci, merci. Les paroles qui viennent avant toute chose. Puis après ça, là, tu peux parler. Puis là, tu n'as plus le goût de parler parce que, tu comprends? C'est ça. Et c'est ça que j'ai appris des Mohawks. Puis chaque fois qu'ils font une rencontre, ils disent les paroles qui viennent avant toute chose. Puis là, Tom Porter, mon ami, le Mohawk, qui n'a jamais été à l'école, il est le meilleur, je crois qu'il est le meilleur, ben il est le meilleur, il n'aimerait pas ça, je dis ça. Il fait ça dans... Il a un langage très très beau parce que c'est pas un langage, je sais pas, scolastique, là, tu sais, c'est un autre langage, c'est un langage de la nature. Puis il parle comme ça, très simplement, puis il n'a pas été à l'école, jamais été à l'école. Mais quand il parle, là, et puis les gens pleurent. Il parle en anglais, mais il dit Robert, il dit, quand je suis obligé de dire les choses en anglais, il dit c'est pas comme quand c'est en Mohawk. Il dit en Mohawk, c'est tellement plus beau qu'en anglais, parce qu'il dit, je connais pas les mots anglais assez, tu sais. Il dit ça souvent. Il dit, les oreilles de Dieu, là, pour parler en termes chrétiens, les oreilles de Dieu doivent sciller quand ils entendent mon anglais. Mais ça, c'est Tom Porter. Et c'est un homme qui a souffert énormément, qui a voulu retourner à ses ancêtres. Il était un petit peu dans la ville, il vivait dans une des villes, là, pas loin de Montréal. Puis il voulait retourner à la nature, dans la forêt, où demeuraient ses ancêtres et où étaient les anciennes maisons des ancêtres qui sont toutes sous terre maintenant. Puis il a voulu retourner à la nature. Puis il est parti. Il est parti avec 19, des hommes, là, 19 hommes, puis il y avait des femmes, puis tout ça. Puis ils sont partis pour refonder la nation d'une certaine façon. Mais au cours, après 1 an, 2 ans, ils n'ont pas été capables de toffer, comme on dit, d'endurer. Ils n'étaient pas prêts. Ils étaient trop habitués à avoir tout rôti dans le bec, là, disons. Mais Tom est toujours là, avec sa femme et ses enfants. Il est toujours là dans la nature et il continue. Et pour vivre, ben, il faut qu'il vive, il faut qu'il y ait de l'argent pour vivre, parce qu'il ne peut pas tout simplement vivre. Il plante des choses, mais tu sais, il est tout seul, c'est pas mal difficile. Fait qu'il est aumônier pour toutes les personnes autochtones qui sont en prison dans l'État de New York. Tout l'État de New York est un grand État. Alors il va rencontrer les Autochtones là-bas, puis il reçoit un salaire, puis avec ça, ben, il peut s'acheter ce qu'il faut. Mais il vit dans la nature, là. Il est toujours là, et il attend que les jeunes viennent le rejoindre. Et dis-moi, donc, dans ta découverte du pluralisme, donc j'ai l'impression que il y a deux... Enfin, il y a ton expérience personnelle, et puis on dirait qu'il y a comme deux inspirations qui t'ont vraiment beaucoup inspiré. Donc d'une part, il y a Panicar, hein, qui t'a vraiment permis de plonger, et puis il y a les autochtones. Hein. Oui. C'est vraiment un peu les... Oui, puis les autochtones, puis Kalpanadas, le monde oui, hindou. Ce que j'ai appris du monde hindou, ben, on pourrait faire une conférence seulement sur une expérience hindoue. C'est extraordinaire ce que j'ai appris du monde hindou, du monde bouddhiste. Et puis ensuite,
j'ai commencé à m'intéresser au monde africain. Hey, l'Afrique noire, c'est une richesse inouïe. On avait Yaya Diallo qui jouait le tam-tam au centre. Il était avec nous 12 ans. Puis c'était le tam-tam, lui. Il ne connaissait pas papier, il ne touchait pas au papier. C'était le tam-tam, sa vie. Puis là, il est en train il est dans le sud des États-Unis. Là, il travaille avec les Africains, les Noirs, qui sont coupés de leurs propres racines, qui sont américanisés, tout ça. Puis il les encourage à retrouver leurs racines africaines. C'est ça qui est son travail. Alors lui, il joue avec le tam-tam. Puis tout. Puis ce tam-tam, lui, c'est sa parole. Il n'a pas besoin de parler, c'est le tam-tam qui parle. Là, tu sais, une autre question là-dessus, je pense à mes étudiants, si tu dis la Yaya avec son tam-tam par exemple, une autre parole, comme c'est une autre manière de lire, de s'exprimer, de célébrer d'une certaine manière. Et par rapport à ça, comment est-ce que toi tu abordes la question du dialogue, tu sais, puisqu'on dit là, le dialogue dialogal, là, toutes ces choses, là, etc. Mais alors qu'est-ce que c'est justement entre toutes ces différentes formes de pluralisme, tu vois, alors le dialogue là-dedans, comment est-ce qu'on dialogue? Bien, moi c'est ça, le dialogue, c'est d'abord se mettre à l'écoute de ces gens-là. Parce que, tu vois, on a toujours l'idée, nous autres, que c'est tous des sous-développés, et en voie de développement. C'est ça qui nous enseigne. Nous autres, on est les développés, les Occidentaux, les modernes, pour les développer. On va aller en Afrique, ces pauvres Africains sont pauvres, sont miséreux. On va les développer, puis on va les développer les Hindous, puis on va les développer les Autochtones. Puis... Moi, je vais aux Autochtones pour apprendre, là. Je dis pas qu'ils n'ont pas de problème, mais on a tout écrasé. On les a écrasés. À un moment donné, il faut leur donner la chance de les laisser s'épanouir à leur manière. Mais non, on pense qu'il faut qu'ils soient développés, qu'on leur mette de l'argent. Et puis les autres, c'est tous des espèces de baveux. C'est des gens qui sont... c'est des cons parce qu'ils ne connaissent rien. Ils n'ont pas été à l'école. Puis bon, il y a d'autres écoles que l'école. Je veux dire. Et puis, comme Tom n'a jamais été à l'école, mais en termes de sagesse, il y a un livre. Il a sorti un livre seulement ils ont sorti un livre de ses conférenciers. Lui, il ne pourrait pas l'écrire. Il ne pourrait pas t'écrire, il ne sait pas. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a écrit les paroles qu'il a dites. Ça se vend à Harvard maintenant, son livre. Les jeunes de Harvard sont tous poignés là-dedans, sont vraiment heureux, tu vois. Puis là, moi, j'aimerais ça, que ça soit traduit en français. Mais là, traduire en français les paroles de Tom Porter, c'est pas simple, parce que c'est un anglais tout mêlé de Mohawk, etc. Et puis c'est tout un style, tu vois. Alors, ce serait intéressant de voir, mais j'espère que ça pourrait se traduire un jour, son texte. Donc pour toi, le dialogue, vraiment, c'est l'écoute, hein, fondamentalement, en fait. C'est l'écoute, oui. C'est l'écoute, oui. L'écoute contemplative, j'appelle ça l'écoute contemplative. C'est l'écoute, pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur, puis plus profond encore avec ton âme. Puis alors, tu te vides complètement et tu te laisses remplir. Te laisser remplir. Mais pour ça, il faut se vider. Alors, c'est une écoute contemplative, c'est une écoute c'est presque comme tu disparais et tu laisses la place aux choses. Et là, les choses viennent te parler, viennent tout à toi. C'est pour ça qu'on dit que les sages, ils ne sont pas comme moi, ils ne parlent pas beaucoup. Ils sont plutôt des gens qui gardent silence. Mais en même temps, il y en a qui te disent, les sages, ils disent oui, mais le silence passe aussi par la parole. Comme Panikkar, il écrit beaucoup, il parle beaucoup. Je me souviens, quand il est venu à McGill, ici, un jour, il a commencé sa conférence en disant « La seule chose qui vaut la peine d'être dite, c'est celle qui ne peut pas être dite. Et justement, parce qu'elle ne peut pas être dite, il vaut la peine d'essayer de la dire. » Moi, j'avais enregistré ça, ce qu'il avait dit. Mais quand je l'ai entendu dire ça, je n'ai pas eu le temps de réfléchir à tout ça, ce qu'il avait dit. Quand une fois que j'avais le texte devant moi, là j'ai commencé à méditer ça. Puis maintenant, là, c'est pareil comme si, là, il m'a dit dans ces quelques mots-là, les mots pour toute ma vie, d'une certaine façon, qui me parlent d'être à l'écoute, d'être silencieux. Je parle beaucoup, et c'est pour ça qu'en Afrique, par exemple, quand un vieux parle,
On dit merci, merci, monsieur, pour ce que vous avez dit, et surtout ce que vous n'avez pas dit. Parce que les Africains ont un sens. Quand le vieux parle, il a beaucoup de choses à dire, mais il ne dit pas tout. Puis il a conscience même que ce qu'il dit, c'est pas toute l'affaire. Et alors son silence, il parle plus par son silence qu'autrement. Pour ça qu'ils ont un grand respect pour les vieillards. Et c'est dans la tradition africaine, ça. C'est très fort dans la tradition africaine. Et ça, c'est une des choses que j'ai appris de la tradition africaine. Alors maintenant, j'ai dit, bon, ben, tu es un vieux, là. Bon, tu ne pourrais pas mettre un petit peu d'Africain dans ton... dans moi-même, disons, d'apprendre des Africains. Parle pas trop, là, tu sais. Tu parles, là, mais c'est bien de parler, parce qu'il n'y a rien de mal d'en parler, mais c'est peut-être bon de... Mais moins que tu parles, peut-être c'est mieux, des fois. Tu sais. Alors, il y a des fois, ben, je garde silence, mais j'ai tendance à parler. Et puis j'aime ça parler, puis je suis un occidental, j'aime beaucoup parler. Et puis surtout, c'est tellement des merveilleuses choses. J'aime à parler des autres cultures pour qu'on se mette à l'écoute des autres cultures, parce qu'on a tellement de choses à apprendre. Mais c'est pas toujours bien vu, parce que si tu commences à dire tu veux pas apprendre, tu vas apprendre de l'Afrique, ils sont tout en train de crever, là, puis c'est tout le... Il n'y a rien là, C'est nous qui devons apporter nos connaissances à l'Afrique, on va les développer, on va faire ça avec les Autochtones. Regarde, les Autochtones, ils vivent sous des tentes. Aucun bon sens, il n'y a même pas de maison, même une maison, c'est tout délabré, tout ça. Et puis, mais ils ont d'autres façons de vivre, d'autres façons de vivre qui sont plus près de la nature, puis tout ça. Puis, une chose que j'ai appris des Autochtones, c'est que quand ils venaient nous parler, là, tous faisaient ça. On leur disait, pourriez-vous le faire à votre manière, pas à la nôtre. Venez nous parler à votre manière. Alors, ils étaient impressionnés par ça, parce que là, évidemment, les Blancs, ils veulent toujours qu'eux agissent comme à notre manière. Puis là, on leur disait, pourriez-vous le faire à votre manière, on voudrait apprendre de vous. Fait que là, tranquillement, ils ont essayé de parler un petit peu, dire quelques mots, mais pas parler. Et on dit, ben nous autres, on commence ordinairement par les paroles qui viennent avant toute chose. Puis les paroles avant toute chose, ben, ça dure un peu longtemps. Et puis avant de dire quoi que ce soit, il y a des paroles qui sont dites. C'est pas une prière, c'est pas une... on remercie. On remercie. Alors, on a dit, ben faites-le, puis faites-le dans votre langue. Fait que là, ils font dans leur langue. Et puis, là, on ne comprend pas un trait de mots, mais on trouve ça un peu long, on commence à être plate. Et puis après ça, il dit, bon, ben là, ils ont un peu pitié de nous. Il dit, bon, on va essayer de vous dire en anglais. Mais c'est pas mal difficile pour nous vous dire ce que c'est en anglais, parce que c'est pas notre langue. Puis quand on parle l'anglais, ben, on a l'impression que on dit vraiment pas ce qu'on dit dans notre langue, mais on va essayer de vous le dire. Fait que là, ils commencent à nous le dire. C'est toute beauté en anglais. Puis ils disent que les oreilles de Dieu doivent... Ils disent que ça doit grincher dans ses oreilles quand ils nous entendent parler anglais, tu sais. Parce qu'ils disent, c'est pas ça. On est supposé parler notre langue, de mon langue. Fait que on a appris ça, comme ça, tranquillement, d'eux. Et puis, le mot qu'il disait, c'est Gaia Neregoa. J'ai appris le mot. Gaia Neregoa. Les paroles qui viennent avant toute chose. Et puis là, puis c'est pas une formule. C'est chaque personne le fait à sa manière. Et puis là, tout le monde va dire ça veut dire puis on laisse ça rentrer là. Puis après ça, bon ben maintenant on peut ouvrir la séance.
Puis là, on peut parler. On va parler de quoi on devait parler. Et puis, c'est défendu dans les écoles, ça, maintenant, chez les Mohawks, par les Blancs. Ils appellent ça une prière. Les autres, c'est pas une prière. C'est les paroles qui viennent avant toute chose. C'est pas une prière. En définition, c'est pas une prière. C'est des paroles qui... Ils sont défendus de dire ces paroles-là dans les écoles Mohawks. Alors nous, en cette fête, ben, on essaie de dire, ben, réveillons-nous. Il faut respecter ces gens-là. Et puis, qui êtes-vous? Puis là, il dit, vous êtes des Mohawk lovers. Puis ça, puis tous des gens, ils ont fini le temps, ça. On est à l'âge de la technologie, là. On n'est plus d'un vieux temps, là. Réveillez-vous, là. Sortez votre computer, tu sais. Bon. Et puis, on n'a rien contre la technocratie, puis la technologie. Technocratie, on peut la critiquer un peu plus, mais la technologie, non, il y a des merveilleuses choses qui se passent. Regarde, aujourd'hui, je voulais avoir une traduction, puis je vais voir, voyons, ton nom, Christophe. Hein? Christophe, je vais voir Christophe, puis Christophe, il sort son ordinateur, puis pouf, voilà, c'était là. Genre, quelle merveille, c'est merveilleux. Moi, je ne connais rien en ordinateur. Et là, je suis en train de faire une découverte, là, tu sais. Mais j'ai pas eu le temps je suis trop vieux maintenant, puis j'ai pas eu le temps, puis j'ai pas les énergies de me mettre là-dedans. J'ai rien contre les ordinateurs. D'abord que les ordinateurs n'essaient pas de fourrer tout le reste, c'est-à-dire de rejeter tout le reste. Puis le silence, puis toutes les autres façons de faire aussi ont leur place. Et alors qu'on apprenne les uns les autres, ça nous tient. On peut exagérer, à un moment donné, on fait des monstres avec les machines, on fait des monstres avec nos croyances, puis on finit avec des guerres, puis on finit avec... alors que il y a tellement de bonnes choses à... Et tu pourrais nous dire un peu l'importance par rapport à ça, qui est très lié au dialogue en tant que tel, ce diatopisme-là, c'est cette herméneutique diatopique, pour comprendre un peu justement les différents points de vue, les différentes cultures. Tu dis comment? L'herméneutique diatopique. Oui. Le diatopisme, tu as écrit un beau texte là-dessus, sur le pluralisme, une approche diatopique et dialogale. Ah oui, oui. Le dialogue, on parle de dialogue, on parle toujours de dialogue, mais on parle dans notre langue. Alors, si on va entrer avec une autre culture, ben, ils ne parlent pas nécessairement notre langue. Alors, si tu veux parler avec un Anglais, français-anglais, ben, ça passe encore parce qu'on connaît un peu l'anglais, on connaît un peu le français, peut-être l'italien aussi, on peut connaître l'espagnol, etc. Mais quand on arrive avec le chinois, puis des langues africaines, puis des langues amérindiennes, le Mohawk, puis toutes les langues amérindiennes, il y a des milliers de langues dans le monde entier. Mais là, alors, il faut, à un moment donné, il faut être conscient de ça. Et puis, quand on veut rencontrer quelqu'un, s'il ne parle pas dans sa langue, tu peux pas, comment tu peux le connaître comme il faut? Si tu ne lui donnes pas la chance de s'habiller comme il s'habille ou se déshabille, selon le cas, si tu ne le laisses pas parler à sa manière, etc., tu ne peux pas avoir dit, il ne peut pas te parler dans ta langue, il ne la connaît peut-être pas. Alors, il faut faire un effort de part et d'autre. L'autre, il doit faire un effort pour te connaître, puis toi, tu dois faire un effort pour le connaître. Il n'y a personne qui l'a à faire. Alors, ce qui arrive présentement, souvent, c'est qu'on est tellement pris, on est tellement pogné dans notre monde à nous, qu'on s'en va dans les autres mondes, puis on pense que tous les autres devraient faire comme nous autres. Alors, ça, j'appelle ça un dialogue. Il faut dépasser le logos, c'est-à-dire la raison, seulement ou notre façon à nous de faire, puis se mettre, essayer d'apprendre la façon de faire de l'autre, sans rejeter notre culture, notre façon de faire. On appelle ça notre culture. Et on a chacun nos cultures, nous avons chacun nos horizons,
nos mondes, on vit dans des mondes différents. Alors, respecter ces mondes-là, et puis on peut apprendre les uns des autres. Et puis à un moment donné, ben, on peut célébrer ensemble aussi. C'est un dialogue, parce que le topos, on dit dialogue, dialogos. Dialogue, dia, c'est un mot grec, dia, aller à travers le logos, ça veut dire la pensée, la parole. C'est le mot, la parole, on va dire, traverser la parole, traverser le logos, traverser le topos, c'est le lieu, donc aller plus loin, aller dans un autre, ce qu'ils n'appellent pas un lieu, mais ils appellent ça par un autre nom, mais aller là. Et alors, nous, on emploie nos mots à nous pour expliquer l'interculturel. On appelle ça la culture, mais les autres, ils n'appellent pas ça culture. On peut employer le mot dialectique, dialogique, diatopique. On a un langage qui vient du grec. On pourrait prendre un langage qui vient du latin. Ou bien il y en a qui vont dire, bon, ben ça peut être la sagesse, la philosophie. Mais la philosophie est encore en grec. C'est encore aimer, l'amour de la sagesse de l'amour. Ben c'est mes racines, disons. Et ensuite, on a des racines latines, etc. Mais on a peut-être d'autres racines qu'on connaît moins. On a nos autochtones, nous autres aussi, nos ancêtres étaient des autochtones aussi. On ne les connaît plus, on est très loin de ça, puis on ne connaît pas leur langue. Alors, tout ça, ça nous aide à... Puis on peut déchiffrer, découvrir ça, ça nous aide à nous mettre dans un état pour se mettre à l'écoute du chinois. Imagine-toi apprendre du chinois. C'est pas un cadeau, hein, c'est pas simple. C'est tout un autre monde. Là. Moi, je me souviens, les hiéroglyphes, là, je ne sais pas appeler ça des hiéroglyphes, là, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que c'est ça, là? Ils appellent ça l'écriture. Ça ne me paraît pas de l'écriture, mais c'en est une. Mais je ne connais pas le chinois. J'entends des hong des fois, comme ça, mais je ne connais pas le chinois. Il y a quelques mots, des fois j'ai appris comme ça. Et puis là, nous autres, on parle des droits. Par exemple, ici, en Occident, les droits de l'homme. Ah oui, les droits. Ah oui, les droits. J'ai des devoirs, les droits et les devoirs. Puis là, en Inde, je leur parle des droits et des devoirs. Du coup, c'est ça. Puis je les entends parler du dharma. Dharma. Ah bon, dharma. Puis là, ils me disent ce que c'est que dharma. Ah. Et nous autres, on a droit, puis les autres, ils appellent dharma. Mais ça ne traduit pas très bien droit. C'est presque des fois l'envers du droit. Puis nous autres, on pense que tout le monde pense en termes de droit, les droits de l'homme. Les autres, ils parlent en termes de devoirs de l'homme, les uns à l'égard des autres. Je me souviens, comme ça, une réunion, j'ai eu une assemblée générale œcuménique des religions du monde, c'était en Belgique. Il y avait... ils parlaient des droits de l'homme, c'était tout sur les droits de l'homme. Les Occidentaux qui avaient organisé ça. Ils avaient invité des Hindous, des Africains, il y avait des gens de toutes les parties du monde. Fait que, parlait des droits. Tout à coup, un vieux sage hindou se lève et il dit ça. Il dit, comment se fait-il? Il dit, on parle toujours des droits, mais on ne parle jamais de dharma. Les gens savent. C'est dit que c'est fou. Dharma, qu'est-ce que c'est ça? Puis, mais on était dans une assemblée internationale, les gens du monde entier, on parlait en termes, nos termes à nous, de droits de l'homme. Mais on ne leur donnait pas la chance de parler de leur dharma. Peut-être les Chinois auraient entendu parler, ils auraient dit, parler donc du lit. Le lit, le mot qu'ils utilisent peut-être, c'est lit. Je ne connais pas, moi, lit. Lit, ils vont penser d'aller te coucher, je ne sais pas, mais lit. Bon. Alors, c'est ça le dialogue. Alors, diatopique, ça veut dire que les lieux d'où nous viennent les langues, etc., tous ces lieux différents, c'est des mondes différents. Et puis, alors, il faut que il ne suffit pas de rester à l'intérieur toute une gang d'Occidentaux qui parlent entre eux, mais il faut pas qu'ils rentrent en dialogue avec d'autres qui parlent une autre langue.
Et puis là, ben, apprendre. Et eux, ils apprennent notre langue, nous autres, qu'on apprenne leur langue. Et puis, comme ça, on peut arriver à se comprendre. Puis là, on découvre toute la richesse, ils ont une immense richesse. Ça commence comme une petite fleur, puis c'est tout un monde qui s'ouvre, une grande richesse, avec tous des ancêtres, et puis un monde, c'est infini comme monde qui s'ouvre à nous. Puis nous, on reste là tout dans notre petite affaire, là, puis on ne connaît souvent pas nos propres racines nous-mêmes. Les mots qu'on utilise, ça vient de très, très loin, des bas-fonds de l'histoire, puis allez-y voir. D'où vient la racine, hein, les racines des mots. On apprend un peu les racines des mots. C'est merveilleux d'apprendre les racines. Mais c'est de nos mots, mais il y a les autres mots des autres peuples. Puis tous les peuples ont des mots différents. Je crois que tu disais quelque part hein, que une des intuitions hein, enfin, qui sont sous-jacentes au dialogue, hein, c'est vraiment cette idée importante que l'autre, c'est pas tellement un vide à remplir, hein, mais plutôt une plénitude à découvrir. Voilà. Oui, j'aime ça. C'est une chose que j'aime toujours dire. On n'est pas des vides à remplir, mais une plénitude à découvrir. Parce qu'on peut aborder les autres toujours comme des vides. Tu sais, oh, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas de cigarettes, ils n'ont pas de portefeuille, ils n'ont pas de ci, ils n'ont pas de ça. Et puis, ils n'ont pas ça à manger, ils n'ont pas ça à manger, ils n'ont pas ça à boire. Tout ça, oui, mais ils ont d'autres choses. Prends la peine de regarder, puis tu vas t'apercevoir qu'ils peuvent te dire à toi aussi, t'as pas ci, t'as pas ça, t'as pas ça. Autant que toi, tu peux dire, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça. Alors, puis quand on commence à se découvrir, c'est un enrichissement mutuel. Le dialogue dialogique, dialogue diatopique devient un enrichissement mutuel. C'est un autre mot pour parler du dialogue. Un enrichissement mutuel, tu sais, mais pas à voix unique. Je veux dire, on passe encore, même on parle de mutualité, mais c'est toujours, c'est nous qui allons leur passer ça, tu sais, et qu'on a à apprendre les uns des autres. Et puis, ça nous tient humbles aussi. Et tu disais aussi quelque part que c'était, je crois, justement quand tu essaies de faire partager un peu toute ton expérience avec les Mohawks, hein, et tu disais que d'une part, c'est, je ne sais pas exactement les mots, hein, mais tu disais quelque chose dans le genre que s'ouvrir à une culture juridique et politique radicalement différente, c'est très déstabilisant, hein, et puis c'est très tout un choc d'une certaine manière, oui, mais en même temps c'est très enrichissant aussi. C'est ça, et puis ça nous dérange, ça nous dérange, mais ça vaut la peine de se laisser déranger, et puis là tu t'aperçois à un moment donné, tu découvres. Mais c'est merveilleux, c'est pareil comme découvrir une autre terre. Mais tu vas dans un autre monde, tu vas dans les Himalayas, tu rencontres des montagnes, des beautés, des splendeurs, etc. C'est la même chose dans les langues, dans les peuples. C'est des splendeurs. Puis tous les peuples ont leur splendeur, tous. Puis c'est tellement différent de nous. Tu as la montagne, mais aussi tu as le désert. Il y a la beauté du désert, mais c'est pas la beauté d'une montagne, c'est pas pareil. Tu as la beauté de l'océan, avec les vagues de l'océan. Ben oui. Et ensuite, tu as une plaque d'eau très calme, qui est douce, puis qui est le miroir des feuilles, etc. C'est une autre chose. Puis c'est tellement riche, c'est que la richesse est là. Puis on est là avec notre petit monde, puis tu sais, c'est l'ego, il y a une sorte d'égocentrisme. Pour ça, je dis, moi, il y a une différence, j'aime à faire entre le mot individu et personne. Pour moi, l'individu, ça vient du latin divisum. Ça peut être un très beau mot, ça veut dire qu'il n'est pas divisé. Dans un sens, ça voudrait dire tout. Mais l'individu est compris souvent comme ceci, pas cela. Et là, alors, je suis un individu, moi, je suis unique. Il n'y en a pas d'autres comme moi, là, je suis unique. C'est vrai, on est chacun unique. Mais on n'est pas seulement unique, on est aussi le tout. Chaque chose est le tout. Comme chaque chose est unique. Je veux dire, alors, le mot que j'utilise, moi, dans la langue, il
d'autre façon de le dire. Et dans la langue française ou anglaise, on dirait la personne puis l'individu. L'individu, c'est le petit ego, là, tout renfermé sur lui-même, là, tout petit, là. Il n'y a pas grand-chose là, tu sais, là. C'est mon ego, là, tu sais. Ma petitesse, là, tout, à l'étroitesse, là, tu sais. Puis la personne, ça comprend tout ce que tu es, tous les liens que tu es. Quand je te vois, je vois le monde entier. Tu es beau, tu es beau. Tu es le monde entier, tu es une splendeur de l'univers. Et que tu peux te regarder dans le miroir et te voir que tu es la splendeur de l'univers. Hein? Au lieu de voir juste ta petite face qui est là, qui a l'air de rien. Mais regarde-toi dans le miroir, tu es une splendeur de l'univers. Et tu peux marcher debout, être fier de ton visage, de qui tu es. Je m'en sacre, comme on dit ici au Québécois, je m'en sacre bien comment tu es peut-être. Tu as peut-être un œil comme ça, tu as peut-être une oreille comme ça, c'est peut-être pas ton goût, mais c'est ta beauté à toi. Puis il n'y en a pas deux pareils. Et puis c'est une splendeur, c'est l'univers entier qui se reflète en toi. Sois-en fier. Et sois pas un petit ego, mais sois une personne épanouie et qui n'a pas honte d'être qui il est, et puis en même temps qui ne sait pas, en fin de compte, toute la richesse de ce qu'il est. Et puis alors tu peux aller avec humilité, mais aussi avec fierté, et puis tu marches avec fierté, puis en même temps avec beaucoup d'humilité, de modestie, parce que tu n'es qu'une petite ch'toupe dans tout, dans cette immense harmonie cosmique. Et puis, alors, être humble. Et quelqu'un, des vieux sages, vont te reconnaître. Et là, tu es encore plus beau quand tu es humble. Il y a beaucoup de... Il y a la beauté la beauté de... Et presque la beauté de la mort, on peut dire des fois. Parce que quand tu disparais aussi, tu sais, on est là pour un temps, on n'est pas là pour toujours. On est du temps éternel, on est dans le temps, c'est un temps qui est éternel aussi. Il y a le temps éternité, mais c'est tout ça, là. Puis quand tu viens pour parler, à un moment donné, tu dis, ça se dit pas. Ferme donc ta gueule, vachon. Hein. Il est mieux de ne pas parler. Hein. Mais en même temps, tu as des poètes qui peuvent te dire des choses merveilleuses et qui laissent la personne s'épanouir, la laisse s'épanouir, et puis regarde les grandes œuvres qu'on a, des gens comme Tagore, puis fait des grandes œuvres que vous les connaissez mieux que moi, là, les grands écrivains. Puis, pas seulement les écrivains, mais les gens qui n'écrivaient pas, mais qui pouvaient parler, les troubadours, les gens qui pouvaient s'exprimer en poésie, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir... Tu n'as pas écrit, tu n'as pas appris à l'école, tu n'as pas été à l'école, ça ne fait rien. Tu n'as pas été à l'école, mais tu peux être un grand sage. N'oubliez pas ça. Mais non, c'est pas école, il ne connaît rien, c'est une espèce de bozo. Il ne connaît rien, il ne peut rien faire dans la vie. Non, attendez une minute, là. Peut-être parce qu'il n'a pas été à l'école, il n'y a peut-être plus de connaissances que tu peux en avoir. Enfin, souvenons-nous de ça. Hein. Mais moi, j'ai été à l'école, mais je suis convaincu qu'il y a des gens là, qui en savent bien plus long que moi, qui n'ont jamais été à l'école. Ils en savent beaucoup plus long que moi. Et tu sais, tu disais tout à l'heure, justement, par rapport à la distinction entre l'individu et la personne, hein, et puis l'individu, tu sais, qui est comme ça. Oui, l'ego. Crispé sur lui-même. C'est l'ego renfermé. Donc là, il y a une autre chose dont tu parles beaucoup, hein, c'est l'importance un peu du désarmement culturel, mais aussi désarmement existentiel. Tu disais, le désarmement culturel, c'est vertical et horizontal, hein, c'est dans les deux sens. Donc pour aller vers une paix, hein, tu peux expliquer un peu ce que tu veux dire par là, cette idée-là de vraiment un désarmement fondamental là, par rapport à la réalité. Oui, bien on parle beaucoup d'armement, c'est un peu comme, bien on voit, tu sais, les armes, on pense tout aux armes, on pense à un fusil, ou on pense à une épée pour se défendre, ou bien et puis on se défend souvent
quelqu'un te dit « Ah oui, mais toi, tu es comme ci, tu es comme ça », on va se défendre tout de suite. Non, mais non. Et les armements, dans un sens qu'on arrive souvent avec des armes. On arrive avec un revolver pour dire, on lui parle avec des balles, on parle avec des revolvers, on parle avec un couteau, mais on parle avec des paroles dures, etc. Des fois c'est nécessaire, mais il y a d'autres paroles qui viennent plus dans la douceur, en silence, dans un regard, dans un toucher. Et puis, chacun a ses talents pour ça. Et puis, je ne sais pas là, si je réponds un peu à ta question, mais c'est parce qu'on peut prendre n'importe quoi, je pense, qui existe, et on peut en parler à l'infini. On dirait que quand tu commences à développer même une petite fleur, un pétale, ça va à l'infini, ça n'arrête pas. C'est pour ça que tu peux parler. Tu peux parler toute une vie, puis c'est pareil comme tu peux à la fin, tu peux dire ben j'ai rien dit. Le silence est aussi éloquent que la parole. Et c'est pour ça que les vieux, hein, les Africains, j'aime beaucoup les Africains pour ça. J'ai appris ça des Africains. Les vieux sages africains, les Africains respectent les vieux sages. Puis alors, quand le vieux sage a parlé, ils disent « Oh, merci, monsieur, merci. Merci surtout pour ce que vous n'avez pas dit. Ou merci aussi pour ce que vous n'avez pas dit. » Alors qu'il a sorti des grandes paroles de sagesse, mais puis alors c'est une façon d'honorer, parce qu'ils savent très bien que le vieux sage, s'il est vraiment sage, il a peut-être plus le goût de fermer sa boîte, comme on dit, de ne pas parler que de parler, ou peut-être qu'il est très heureux de parler aussi, puis de partager avec ses enfants. Mais en même temps, il sait qu'il ne peut pas tout dire. Il ne peut pas tout dire, puis il ne sait pas tout non plus. Il apprend, il est toujours en train d'apprendre. Et puis, même quand il est mort, après une longue vie, et puis qu'il est considéré comme un grand sage, puis qu'on pense ses lèvres, il est là, puis il sait très bien que c'est ça. Il n'y a rien là, d'une certaine façon, puis tout est là. Il y a un texte aussi, je crois que ça s'appelle « Alternative à la culture moderne », de Panicard. Et à la fin, justement, enfin, il dit en gros, peut-être il faut se réveiller là un peu, hein, après 6000 ans d'expérience humaine, là, on a toujours essayé de créer le système qui règle les choses, etc. Puis je crois qu'il termine avec une phrase comme ça qui dit, en gros, hein, l'idée c'est qu'il faut peut-être essayer de sortir de cette idée de vouloir avoir une alternative, de vouloir trouver une solution, mais que rien que le fait de créer des petits espaces comme ça, justement, des choses qui peuvent croître comme ça. C'est ça. Oui, c'est bien exprimé. Tu l'exprimes très très bien. Oui, c'est un peu ça, c'est ça l'interculturel. C'est toute une vie, parce que tu découvres, comme là, je découvre le monde autochtone, mais le monde autochtone, c'est à travers tout l'univers. Moi, je suis juste dans un petit coin, là, je rencontre les Mohawks ici, là, juste un petit groupe. Puis seulement ce petit groupe-là, je ne connais pas beaucoup. Ça fait 30 ans que j'essaie de les connaître. Et puis, ils ne me disent pas tout non plus, parce que je ne suis pas toujours avec eux. Je ne suis pas là, toujours avec eux. Alors, ils viennent partager avec moi. Puis, alors, ça me renouvelle, et puis j'aime ça de partager avec d'autres. Puis alors là, quand on les voit, la prochaine fois, ben là, les gens disent « Oh, ce sont des Mohawks ». Alors là, alors, ils vont les respecter un peu plus. On a entendu Robert, il a parlé de ça, oui, il y a quelque chose là. Et puis là, il y en a qui viennent, disent « Bon, ben, est-ce qu'on pourrait lire? Tu as écrit des choses. » Oui, j'écris des choses, mais eux autres n'écrivent pas. C'est la voix orale. Alors, je me sens un petit peu mal à l'aise d'avoir écrit, mais je l'ai fait avec leur permission, parce que les Occidentaux, eux, ils ne connaîtront pas si on n'écrit pas.
Ben, ils n'iront pas pour écouter, ils vont aller pour c'est écrit. Fait que ensuite, une fois qu'ils ont lu quelque chose d'écrit, ils vont peut-être aller les rencontrer après, tu vois. Alors, et puis là, ben, ils préfèrent ne pas écrire. Mais eux autres aussi disent des fois, bon, mais ce serait bon si quelqu'un écrivait un peu nos choses. Fait un jour, on s'est mis ensemble, parce qu'on voyait que les Québécois ne connaissaient pas beaucoup les Mohawks, il y avait des gros problèmes. Puis on a décidé, moi j'ai décidé, j'ai dit, ce serait bon, il faut qu'on écrive quelque chose pour eux autres, là, pour qu'ils comprennent quelque chose. J'ai dit, est-ce qu'on pourrait se mettre ensemble et faire quelque chose? Ils ont dit, OK, on va le faire. Fait qu'on s'est mis ensemble avec je me suis mis avec les deux sages, là, Ernie Benedict, Tom Porter. Puis j'ai écrit des textes. Disons, eux autres, c'est pas leur priorité d'écrire, mais ils regardaient, puis là, en parlant avec eux, tout ça, je mettais ça, puis là, ils ont dit, oui, mais c'est bien, c'est correct comme ça, tu sais. Puis on est prêt à dire ça, on ne dit pas tout, on est prêt à dire ça. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Puis c'est pas le temps de le dire n'importe où, n'importe quand. On va le dire. Il y a des choses qu'on te dit dans la forêt, lorsqu'on est en train de faire une surie. Puis c'est pas avec n'importe qui qu'on va faire une surie, puis qu'on va dire toutes choses. On ne dit pas tout à tout le monde. Moi, j'ai vécu une surie comme ça avec Tom Porter, mais maintenant, je ne veux pas en parler. Puis j'ai vécu des choses extraordinaires. Puis des choses que j'ai appris. Des fois, je peux en parler quelquefois à des intimes, etc. Mais par respect pour lui, parce qu'il était très sévère, il voulait pas c'est pas pour garder pour lui-même, mais c'est des choses tellement sacrées que tu ne peux pas violer ce qu'il y a de sacré dans ce qu'il y a de plus sacré. Tu sais, c'est comme quelque chose de... Des fois, on n'aime pas ça que les gens touchent à des choses en nous. On a des points très, très sensibles, puis très délicats, puis on ne veut pas que les gens touchent. Et puis on dit, bon, mais ça, là, je préfère pas en parler. Des fois, pas parce que des fois, c'est pas ça fait mal, mais des fois aussi parce que c'est pas respecté par les autres, ou des fois parce que tu peux pas le dire, sauf dans un certain climat, dans un certain terrain milieu. Puis ça, j'ai appris ça des Autochtones. J'ai pas appris ça de l'Occident. Je dis pas que c'est pas présent dans l'Occident, parce qu'on a nos traditions, nous autres aussi, on dit pas tout à tout le monde, mais j'ai trouvé ça très fort dans la tradition autochtone. Alors, on y va tranquillement. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la tradition autochtone. Vois-tu, comme ce que je fais maintenant, parler, il ne ferait pas ça. Alors ça, c'est très occidental de dire les choses comme ça, puis je parle ouvertement tout ça. Mais est-ce que la personne est prête à recevoir ce que j'ai dit, ou bien ça va être peut-être mal compris, ça peut quelqu'un qui dit, oh ben c'est une espèce d'éberlué, là, puis ce sont des choses sacrées, alors on ne les partage pas avec n'importe qui, n'importe quand. Et même s'il y en a qui préfèrent garder silence, comme Tom Porter, quand il venait les premières fois, il ne parlait pas. Mais il nous mettait au test. Il voyait nos réactions, puis il voyait si... et il nous a dit, après 30 ans, il a dit, quand je vais au centre, c'est la seule place où je me sens comme chez moi et que j'ai pas hâte de retourner chez moi. Parce que souvent, il va ailleurs, puis il est tellement mal à l'aise, disons, peut être souvent mal à l'aise, dans un sens où les gens ne comprennent pas, ou puis lui parle d'une façon qui n'est pas respectueuse, ou déjà toutes sortes de raisons, je ne sais pas ces raisons, je ne l'ai jamais demandé. Mais, puis, il est... alors, quand j'ai ramassé, quand il a écrit ça, il a dit à une amie, son livre qu'il a écrit, là, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est elle qui a... C'est toutes des paroles que cette femme ordinaire, elle a enregistrées, elle aimait ça tellement, elle lui a demandé la permission de publier ce qu'il avait dit en public. Et il a accepté qu'elle publie. Au moins, il a peut-être enlevé des éléments, mais donc il a regardé, puis il l'a laissé parler. Mais c'est un livre, c'est toute beauté comme livre. Hein. Mais c'est écrit dans un langage qui n'est pas aristocrate ou c'est pas littéraire. Ben, c'est littéraire.
il y a son langage à lui qui est... C'est pas notre langage à nous, tu sais, mais c'est en anglais. Alors, il emploie les mots mohawks souvent, mais alors il essaie de dire en anglais, mais il ne connaît pas bien l'anglais. Alors c'est encore plus succulent. C'est un plaisir de lire ça. Tu sais. Puis il parle de son perroquet, par exemple. Il a un perroquet. Et puis son perroquet, il lui renvoie tout ce qu'il dit tout le temps, tu vois, il parle de ça. C'est très, très intéressant. Oui, Tom Porter. Je l'aime comme un frère. Et puis, mais c'est une grande souffrance. C'est une grande souffrance parce que ces gens-là ils sont encore écrasés comme étant presque de la merde. Excusez le mot, mais c'est comme ça. Et puis, ils vivent ça tous les jours. Et ils ont enlevé, puis ils ont des enfants, mais des petits-enfants. Qu'est-ce qui va devenir de leurs enfants, leurs petits-enfants? Ils sont pognés à la télévision, la radio, toutes sortes d'affaires, tout un autre monde. Et souvent, ils deviennent coupés de leur propre tradition. Et puis, c'est des grandes richesses qui se perdent. Et ils ne veulent pas que leurs enfants perdent. Et c'est très triste des fois. Mais d'autres fois, c'est très encourageant parce que si tu peux contribuer, moi je me sens un peu comme je peux contribuer à des jeunes Québécois qui n'ont jamais entendu parler des Mohawks, disent « Oh, c'est intéressant ». Puis là, ils disent « Bon, puis ils veulent les connaître, tout ça ». Bon, ben les Mohawks, ils disent, des jeunes qui viennent les écouter, puis ils ne sont pas habitués à ça, alors bon, ben OK, puis alors ça fait des liens, des amitiés, puis là, ben, ils apprennent les uns des autres. Puis c'est pas tous des mauvais blancs, il y a des bons blancs, il y a toutes sortes de monde, là. Il y a du monde, il y a du bon monde là aussi. C'est ça l'interculturel. C'est quelque chose de tellement important pour moi. C'est ma façon d'exprimer l'interculturel. Les autres peuvent employer d'autres mots. Ça peut être un bouquet de fleurs, ou ça peut être, je sais pas moi, il y a d'autres façons de le dire. On emploie le mot interculturel, ou interreligieux, interculturel. J'aime moins le mot interreligieux parce que, malgré que c'est bon pour certains, parce que le dialogue entre les religions ait lieu, c'est très important. Mais il y en a qui n'aiment pas parler de religion. Fait que, moi, je dis, les athées aussi, c'est un humanisme religieux chez les athées. Alors, on peut entrer en dialogue avec les athées aussi. Et puis, il y a des gens qui disent, oh, il y en a qui disent, ah oui, c'est vrai. J'ai des athées, moi, un athée que j'ai rencontré une fois, puis il m'a dit, mais tu es vraiment un athée, mais c'est la première fois que je rencontre un prêtre athée. C'est formidable. C'est formidable. C'était formidable. Pour elle, l'athéisme, c'était beaucoup. Puis moi aussi. Mais le fait d'être prêtre et athée, tu ne peux pas mettre les deux ensemble. Le prêtre, il parle de Dieu tout le temps. Il y a un prêtre qui parle de Dieu comme ne le connaissant pas. Pas plus ou moins, tu sais. C'est pas fameux, tu sais. Ça. Qu'est-ce que je connais dans la Lune? On me disait ça quand tu étais petit. Qu'est-ce que tu connais dans la Lune, toi? Je ne connais pas grand-chose dans d'autres mondes. Merci Robert pour tout ce que tu as dit et pas dit. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors ça me fait un plaisir d'avoir partagé avec toi. C'était très facile. Et parler avec un ami comme toi, là, c'est très facile. D'autant plus que j'ai pas beaucoup de réactions anti. Tu vois, quand tu parles comme ça, des fois, les autres te regardent, ils te regardent, puis, oh, il est malade, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, je suis très ravi, et puis j'ai mes étudiants, et puis je vais essayer comme ça, je leur parle de Robert Vachon, tu vois, etc. Ouais. Donc je me peut-être, comme ça, je pourrais leur montrer un peu, comme ça, ils pourront voir et écouter le Robert Vachon en vrai. Le fou, il y en a qui l'appellent le fou à Vachon. Voilà. Le fou à Vachon. Le fou à Vachon à la tête de cochon. La tête de Vachon à la tête de cochon. Le fou à Vachon, tête de cochon, oui, c'est ça. J'ai une très bonne réputation dans la communauté. Mais c'est quelques-uns, il y en a qui sont contre, qui ne veulent pas. C'est qui ça? C'est pour nous dire que c'est terminé, tu vois. Oui, ça doit être quelqu'un qui... Oui. Oui, un instant.
C'est pour toi, le téléphone. Ah, comme quoi? C'est ça, peut-être. C'est pour toi. Allô? Bonjour. Ah, très très bien.